En manchette aujourd'hui, un suspect arrêté en lien avec des coups de feu à Rouyn-Noranda et plaidoirie présentée au procès de Philippe Leclerc. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour tout le monde, bienvenue au TVA Nouvelles. La Sûreté du Québec continue de sévir contre le trafic de drogue et la possession d'armes dans la région. La semaine dernière, mercredi, les policiers ont procédé à Québec à l'arrestation de Jacques-Alexandre Trottier, qui serait responsable d'un coup de feu par arme à poing au milieu du mois de novembre à Rouyn-Noranda. L'individu a comparu sous des accusations de possession d'armes avec une intention criminelle. Et le lendemain, le 28 novembre, les enquêteurs ont perquisitionné 3 appartements du rang du Vieux-Pont à Rouyn-Noranda. Sur place, ils ont arrêté 2 hommes, dont Danny Lemelin, 51 ans. Ils ont aussi mis la main sur un pistolet Glock, 150 comprimés de morphine et du hashish. Et dans le domaine judiciaire, c'est une journée importante dans le procès de Philippe Leclerc à Rouyn-Noranda, accusé du meurtre involontaire de son oncle, René Leclerc. Et Alexandre, vous avez assisté ce matin, cet avant-midi, à la présentation des plaidoiries de la défense et de la couronne. Oui, c'est signe que ce méga procès devant jury d'une durée de plus de 3 semaines tire à sa fin. La défense s'est d'abord exprimée, un plaidoirie de Maître Pinsonneau qui n'aura duré qu'à peine 2 minutes. L'avocate de l'accusé a surtout rappelé les questions auxquelles doivent répondre les jurés dans leur délibération, à savoir si c'est Philippe Leclerc qui a commis l'acte, s'il a intentionnellement asséné le coup de hache à la tête de son oncle et si c'est ce coup qui a causé le décès. Et du côté de la poursuite, on a d'entrée de jeu appelé les membres du jury à se laisser guider par leur gros bon sens. On a ensuite pris le temps de refaire le fil des événements du 10 juin, date de l'agression, jusqu'au 16 juin 2022, date de la mort de René Leclerc. Et selon la poursuite, le fait que la hache que Philippe Leclerc avait en sa possession lors de son arrestation ce jour-là, le fait que la hache ait été identifiée par l'un des témoins comme étant l'arme du crime, que ce même témoin avait interpellé le suspect sur les lieux du crime quelques secondes avant de retrouver René Leclerc dans une mare de sang, tout ça suppose en effet que Philippe Leclerc serait celui qui a asséné le coup fatal. Maintenant, reste à trancher si le coup était intentionnel ou pas. On rappelle qu'il a été évoqué par une psychiatre au cours du procès que Philippe Leclerc était en psychose à ce moment-là. Donc, quoi qu'il en soit, les deux côtés ont offert pour une dernière fois leurs arguments aux 14 jurés qui devront, eux, dès lundi prochain, délibérer à savoir si Philippe Leclerc est coupable du meurtre involontaire de René Leclerc. Donc, la suite lundi. Merci, Alexandre. Au revoir. Maintenant, avec l'hiver et les temps froids qui arrivent, plusieurs personnes en situation d'itinérance vont utiliser les différents services de maisons en itinérance qui leur sont offerts. On fait le tour aujourd'hui dans la région afin de voir si tout est fin prêt pour l'hiver. Donc, Alexis, vous vous êtes entretenu ce matin avec le président de la Piolle à Val-d'Or. Il semblait confiant à l'approche des temps froids. Oui, confiant de pouvoir offrir de bons services dans l'ensemble à ceux qui en auront besoin. À la Piolle de Val-d'Or, c'est environ une centaine d'itinérants qui fréquentent l'établissement, une cinquantaine de repas par jour, et ça, c'est quand même une hausse. Le président de l'organisme l'a dit, il y a une augmentation au niveau du nombre de repas qui ont été servis. Par contre, pour les services offerts, le président ne croit pas que les temps froids auront d'incidence. Pour lui, la vraie question à se poser se trouve au niveau des logements et de l'habitation. Je vous laisse l'écouter. Les gens ne remarquent pas à quel point ça coûte cher garder une personne itinérante à la rue. Ça serait tellement plus rentable socialement de construire du logement puis de les sortir, même des petits logements abordables, là, puis de les sortir de la rue. Ça nous coûterait moins de 18 pièces par jour à la longue. OK? Mais on persiste et signe à nous demander, les organismes en itinérance, aidez-les à se trouver un logement. Mais où sont ces logements abordables-là? On ne les trouve plus. On les trouve juste plus. Cet après-midi, on va aller parler à la Maison du Soleil Levant de Rouyn-Noranda afin d'aller voir comment ça se passe là-bas. Et je vous reviens avec des informations ce soir au TVA 18h. Merci, Alexis. À tantôt. Au revoir. Ensuite, une dizaine de personnes sont présentement rassemblées devant le Centre d'éducation aux adultes Élisabeth Bruyère à Rouyn-Noranda pour dénoncer la fermeture prochaine des classes de francisation. Donc, des enseignants et élèves touchés vont se diriger vers les bureaux du ministère de l'Immigration et de la francisation pour faire une oraison funèbre. On vous rappelle que toutes les classes de francisation des centres de services scolaires de la région vont fermer d'ici la fin du mois en raison de nouvelles restrictions budgétaires du gouvernement Legault. Et ce sont plusieurs centaines d'élèves dans la région qui sont touchés.
La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demande, êtes-vous préoccupé par l'augmentation de la pauvreté sur le territoire? Pour voter et commenter, rendez-vous au tva.abitibi.ca. Et maintenant, en transport électrique, les difficultés financières chez Lion Électrique sont plus que préoccupantes. C'est du moins ce que juge le transporteur régional Maheu à Rouyn-Noranda, lui qui compte une flotte d'une trentaine d'autobus de la compagnie québécoise. Donc, une faillite de Lion Électrique aurait des impacts matériels importants, puisque ces derniers sont les uniques fournisseurs de pièces en cas de bris. Il pourrait aussi y avoir des impacts financiers pour Groupe Maheu qui devrait, à moyen terme, remplacer l'intégralité de leurs véhicules. Des véhicules qui sont évalués à environ 350 000 l'unité et qui sont pour la plupart toujours à l'étape du financement. D'ailleurs, une commande d'environ 6 autobus a été annulée au courant des dernières semaines. Oui, on s'inquiète de ça, mais les transporteurs aussi sont aussi préoccupés sur comment le gouvernement va ajuster le support à l'industrie parce qu'on sait que toute l'électrification repose sur... on a maintenu les financements de base pour les contrats de transport scolaire, puis on a mis en place des programmes pour l'électrification. Là, si les choix qui sont faits pour l'électrification engendrent des problèmes supplémentaires pour les transporteurs au niveau de la gestion de la flotte, au niveau de l'acquisition de véhicules, bien, c'est certain qu'on a besoin que le gouvernement continue de supporter les transporteurs puis l'industrie dans cette aventure d'électrification-là. Et on poursuit avec l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue qui recense l'évolution de la pauvreté sur le territoire. L'Abitibi-Ouest se démarque particulièrement par sa défavorisation matérielle, avec 39 % de sa population qui en écope, oui. On parle ici d'une condition économique difficile en raison, par exemple, du revenu, du niveau de scolarité et de la participation au marché du travail qui brime l'accessibilité à des biens matériels essentiels tels qu'un logement et une voiture. Et pour Rouyn-Noranda et la Vallée de l'Or, les villes les plus populeuses de la région, c'est la défavorisation sociale qui prime. Donc, par exemple, la fragilité du tissu social, la monoparentalité et la solitude. Et en agriculture, les aides gouvernementales annoncées récemment pour le milieu agricole suscitent l'approbation des cultivateurs de la région. Mais toutefois, la section locale de l'UPA reconnaît que tout n'est pas gagné. Un reportage de Félix Blaquière. Québec octroie 100 millions de dollars pour un fonds d'investissement dédié à la relève agricole, fonds qui a doublé par rapport au dernier montant alloué à la relève. Donc, oui, c'est une bonne chose que les montants pour la relève ont été doublés parce que depuis les dernières années, c'était devenu presque désuet dans le sens que tous les prix ont augmenté. Donc, ça va amener une grande aide là, pour l'achat des terres. L'UPA régional a cependant des demandes en lien avec la mesure annoncée. Il y a des taux d'intérêt qui ne sont pas fixes. Nous, on aurait aimé un taux d'intérêt à 3 % fixe. Puis, on passait de 15 ans à 20 ans pour les prêts. Ce qu'on aimerait, c'est que ça serait des prêts de 40 ans. Une bonification régionale comprise dans les 20 millions de dollars alloués aux producteurs végétales réjouit l'organisation. Je pense que c'est une ouverture que le gouvernement a pris en compte. C'est une demande de très longue date pour dire qu'on doit avoir des programmes pour les régions périphériques. Fait que, je pense que là, si on est content dans ce contexte-là, mais il va falloir qu'il y ait d'autres choses qui suivent aussi pour la suite. D'autres secteurs auraient besoin d'aide financière gouvernementale, comme les fermes de proximité, selon l'UPA régional. Toujours selon l'organisation, des spécificités régionales doivent aussi être prises davantage en compte. Tu sais, qu'on parle juste de transport, là, ça aide pour la compétitivité, là, mais juste au niveau des transports, il n'y a pas de programme dans ce contexte-là présentement. Tu sais, c'est l'éloignement des marchés et ainsi de suite. Tu sais qu'on n'a pas d'abattoir, ça, c'est encore un dossier, là, c'est récurrent qu'on revient dessus, là, mais ça nous emmène à des problématiques de transport. L'organisme est au congrès de l'Union des producteurs agricoles du Québec jusqu'à jeudi, où il sera notamment question des enjeux touchant les régions. Félix Blaquière, pour RNC Nouvelles. Reparlons un peu d'égouts. Donc, à la suite de la diffusion de notre reportage au sujet du projet d'égout du village d'Autier, la Ville de Val-d'Or tenait à apporter une précision aux données qu'elle a fournies à notre équipe.
Elle précise que le montant déboursé par unité d'habitation pour l'assainissement de ces eaux est d'environ 261 $ et non de 461,85 $. Le montant de près de 461 $ incluait aussi la distribution de l'eau potable. Et au culturel, la Bibliothèque de Rouyn-Noranda vous invite à son potluck littéraire, un nouveau club de lecture pour adultes. À chaque rencontre, les participants sont invités à sélectionner un ou plusieurs livres qu'ils souhaitent partager. Ils les déposent sur la grande table et chacun se sert selon ses envies. Le but du club de lecture est de donner lieu à des échanges entre des lecteurs passionnés. Le potluck littéraire a lieu ce soir à 18h30. Et au sport, un ancien foreur a fait ses premières marques lundi dans la LNH. En effet, Nathan Légaré, qui a évolué avec le Vert et Or lors de l'édition 2020-2021, a joué un premier match dans la Grande Ligue avec les Devils du New Jersey. L'équipe qui a d'ailleurs remporté son match 5-1 face aux Rangers de New York. Mais Légaré a toutefois été blanchi de la feuille de pointage. Et pour rappel, l'ailier droit a joué 19 matchs avec la formation valdorienne et y a récolté 11 buts et 13 assistances pour un total de 25 points. Lui qui avait d'ailleurs presque remporté une Coupe du Président avec l'équipe cette même année. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel @rncmedia.ca par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo, on a encore des flocons aujourd'hui, une accumulation entre 5 et 10 cm sur tout le territoire, avec des maximums de -2 en Abitibi et de -1 degré au Témiscamingue. Et on aura encore de la neige pour ce soir et cette nuit, avec une accumulation de 5 cm, un minimum de -6 partout dans la région. Donc c'est complet pour ce midi. On se donne rendez-vous ce soir pour le TVA à 18h. À plus tard.